Bonjour à tous, merci de nous retrouver à l'heure pour les webinaires de French Morning tous les mardis midi, côte est des États-Unis. J'espère que vous passez une bonne Coupe du Monde. Alors, je suis Romain Poirot, directeur commercial associé de French Morning Media Group. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent, on est le média pour les Français aux États-Unis depuis 15 ans. Aujourd'hui, on va parler immobilier à Miami. On va parler des tendances 2023. On a un expert qui intervient régulièrement chez nous, qui est Michael Wiesenfeld. Michael, il est investisseur, entrepreneur, développeur immobilier. Il est aussi cofondateur de Freud Group, spécialisé en marché résidentiel de luxe et aussi pas de luxe, à Miami depuis 2009. Il a une forte expertise sur différents types de produits, comme je le disais, du moyen de gamme jusqu'au luxe. Il fait aussi des immeubles de rapport. Il est donc par le Freud Group consultant immobilier. Il offre des services complets pour essayer de vous simplifier au maximum le processus d'achat. Il est aussi expert réputé en matière d'études de marché, diplômé de l'Université de New York, et il est aussi donc diplômé en financement et développement immobilier. Il a pas mal de choses à son arc qui vont vous permettre de prendre la meilleure décision. Vous êtes un peu plus de 70 à vous être inscrit aujourd'hui. Donc, pour ceux qui connaissent le principe, vous levez la main et puis je vous donne la parole. Vous posez vos questions en direct. Vous en faites pas. Je donne juste votre prénom. Donc, vous êtes en toute discrétion. Vous ne vous afficherez pas à l'écran. On aura juste votre voix. On va démarrer parce qu'on a reçu pas mal de questions par email, par un petit peu un horizon du marché. Et puis après, allez-y, envoyez des questions. L'idée, c'est que ce soit aussi interactif pour que vous puissiez avoir les réponses à vos problématiques sur l'immobilier en Floride et en particulier à Miami. Bonjour Michael, merci de prendre le temps. Romain. Est-ce que tu veux nous faire un petit topo de où on en est? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à Miami sur le marché immobilier et on aimerait avoir ton input sur les dernières semaines et les derniers mois. Salut Romain, bonjour à tout le monde, où que vous soyez. Je pense qu'il doit y avoir des fans de foot dans l'audience. Donc là, je suis désolé qu'on ait programmé ça et que le match ne se soit pas terminé et qu'on en est dans les prolongations pour Espagne-Maroc, un match assez sympa. Voilà, mais bon, pour ceux qui sont là et ceux qui verront ce webinaire en différé, bonjour et merci d'être là. Donc oui, Romain, il s'est passé effectivement plein de choses. C'était un peu un roller coaster depuis 1 an et demi. On n'a pas trop mal. J'ai réécouté les différents French Morning qu'on a fait ensemble depuis 1 an et demi. Pour l'instant, on a été plutôt bon dans les prédictions, notamment le fort rebond des condominiums. Etc., etc. Bon, là, ça se corse en difficulté parce qu'il y a toujours encore plus de paramètres qui rentrent en compte. Donc, c'est pas forcément évident de faire des prédictions, mais on essaye de le faire au mieux sur la base de ce qui s'est passé ces derniers mois, des statistiques. Bon, ce qui s'est passé dans le passé est une indication, mais ne donne pas forcément la bonne réponse dans le futur. Mais bon, on a l'expérience et on va essayer de vous conseiller au mieux par rapport à ce qu'on pense que sera le marché pour 2023. Mais avant de parler de 2023, bon, après un marché très très faste sur la première partie de l'année et bien entendu en 2021, mais je ne vais pas en reparler. Ça s'est quand même pas mal calmé depuis l'été, en fait, depuis le mois de juillet, je dirais, pour des raisons en fait assez évidentes et traditionnelles, mais encore plus cet été-là que les autres. Donc, il y a eu effectivement l'été qui est une période assez slow, assez calme à Miami pour plusieurs raisons, mais cette année encore plus, puisque c'était vraiment la première fois que les Américains ont pu voyager en dehors du pays, puisque l'été dernier, ce n'était pas possible.
ou très compliqué. Et en gros, à part les Français ou les Européens qui devaient absolument, un peu comme moi, retourner en France pour voir leur famille, etc., beaucoup de gens ne sont pas partis. Je ne sais pas ce qu'il en a été pour toi, Romain, mais beaucoup de gens ne sont pas partis. Et cette année, ils sont partis, y compris les gens dans la profession, donc dans l'immobilier, mais bien entendu les vendeurs et les acheteurs potentiels. À partir de la mi-juin, c'est devenu très, très, très calme. Donc ça, c'était une des premières raisons. Les gens ont profité de leurs premières vacances depuis 2 ans, en gros, enfin un peu plus de 2 ans, même pour certains depuis l'été 2019, puisque l'été 2020 et l'été 2021, c'était aux États-Unis pour la plupart des Américains. Et puis ensuite, c'est mêlé toutes sortes de facteurs comme la hausse des taux, comme les turbulences sur les marchés financiers, comme les incertitudes liées aux élections présidentielles. Donc ici, on appelle ça les midterms, donc qui sont des élections à mi-chemin. En fait, le cycle présidentiel est de 4 ans et donc les midterms, c'est au bout de 2 ans. Et ça permet de donner une indication de où le pays vers où le pays se dirige pour les présidentielles. Et donc, avant ces midterms, c'est traditionnellement très slow au niveau des investissements parce que les gens attendent de voir vers où on se dirige. Donc, ce n'est pas qu'ils s'attendent à ce que les républicains passent ou que les démocrates passent. Ils veulent juste savoir où on va. Et donc, après les mi-termes, on a toujours une indication un peu plus claire et donc moins d'incertitudes. Voilà, donc aujourd'hui, les incertitudes qu'on a, c'était, je dirais, parce que bon, ça évolue très vite, mais on peut utiliser le présent quand même, les taux qui sont montés très fortement, mais qui sont descendus depuis quelques semaines. Là, on est redescendu en dessous des 6%. Donc, pour vous qui êtes en France, ça doit vous paraître délirant. Mais pour nous, depuis 2001-2002, la moyenne a été aux alentours de 4,75-5. C'est vrai que ces 2-3 dernières années, on a été gâtés avec des taux qui, pour nous, encore une fois, étaient très faibles, à savoir des 2,75 à 3,50. Mais moi, par exemple, quand j'ai fait mon premier investissement à New York, quand j'y habitais, donc c'était aux alentours de 2005, j'avais acheté à 5,5%. Et je me souviens que mon père avait acheté à 6,5% et on ne s'est jamais demandé si c'était une bonne idée ou pas parce que les taux étaient hauts. Ce qui compte, c'est que l'équation fonctionnait. Et ensuite, on a d'ailleurs refinancé quand les taux ont commencé à baisser. Donc là, bon, forcément, quand on passe de 2,75, 3,5% à 7%, comme ça a été le cas il y a encore un mois, c'est un peu violent et les gens se demandent ce qui se passe et préfèrent attendre s'ils peuvent se le permettre. Donc, bon, là, ça redescend un peu. On va voir comment ça va impacter. On est aussi on est en train de rentrer dans la période qu'on appelle la haute saison, même s'il n'y a plus vraiment de saison à Miami, enfin, voire plus de saison du tout quasiment à Miami. Mais bon, c'est une période qui est traditionnellement chaude pour les transactions immobilières et qui démarre en gros avec Art Basel, Thanksgiving, et qui se termine avec les fêtes de Pâques, grosso modo. Hein. Voilà. Donc, c'est un marché plus calme, mais avec toujours des prix qui sont sous pression parce que l'inventaire est toujours tendu, toujours assez faible, et que la demande est toujours forte avec toujours autant de gens qui déménagent parce qu'ils en ont envie ou parce que leur entreprise a déménagé de Chicago à Miami, de New York à Miami, de Californie à Miami, etc. etc. Donc, la demande est importante sur tout type de produits et qu'il y a de plus en plus en fait, d'acheteurs qui achètent pour leur résidence principale. Et ça, c'est quand même une nouvelle donne depuis le Covid, contrairement au marché qui était Miami avant, où on avait quand même beaucoup d'investisseurs et donc un marché souvent volatile. Donc là, c'est quand même plus stable et plus rassurant.
Et donc, malgré les différentes incertitudes dont j'ai parlé par rapport à l'inflation, par rapport au taux, etc., et par rapport à une éventuelle récession, pour l'instant, Miami a l'air d'être assez bulletproof, enfin assez solide par rapport à d'autres endroits aux États-Unis qui connaissent une baisse parce que leurs fondamentaux sont moins intéressants et pas aussi révolutionnaires qu'à Miami. Par révolutionnaire, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment eu un avant et après Covid par rapport à la façon dont la ville de Miami a été perçue. Maintenant, les gens se sont rendus compte de ce qu'était Miami, mais ça l'était ces 10 dernières années, mais ils ne le savaient pas forcément, ils ne le voyaient pas parce qu'ils n'en avaient pas eu l'occasion d'en faire l'expérience. Mais Miami est devenue une ville assez importante au niveau de tout ce qui est start-up, autour de la tech, et de plus en plus de grosses sociétés qui n'étaient pas là avant viennent, comme Google qui s'installe au cœur d'un de Miami, du quartier financier de Miami, comme Microsoft, d'ailleurs ils vont être dans le même immeuble, etc., etc. Donc maintenant on arrive à attirer des gros poissons qui viennent avec des employés qui gagnent pas mal et donc qui vont alimenter le marché à la fois locatif et à l'achat. Voilà. Donc, ça, c'est le point aujourd'hui. Donc, pour 2023, je pense que ça va être une année intéressante. On pourra parler tout à l'heure, si on a des questions sur le sujet des différents types de produits, mais je pense dans l'ensemble que Miami est quand même en train de se diriger. C'est-à-dire, il y a 10 ans, c'était une petite ville, je ne sais pas, comme Mandelieu ou une espèce de Cannes Mandelieu. Maintenant, on en est plus à la taille d'une ville comme Nice, on va dire, en termes d'importance, mais avec quand même beaucoup plus d'importance économique que Nice. Mais je veux dire, en termes de taille, d'importance, si je compare avec la France. Et je pense que là, on va se diriger vers, dans les 8-10 prochaines années, à une ville comme Singapour. Parce que très, très orienté haut de gamme, de plus en plus cher, pas que l'immobilier, hein, le coût de la vie en général, très, très, très business. Donc on pourrait dire Monaco, mais Monaco, ça reste tout petit, c'est pas forcément très business ou ça reste quand même dans des secteurs très particuliers. À Miami, il y a énormément de secteurs qui sont couverts, de l'aéronautique au tourisme, aux pharmaceutiques, à la biotech, à la tech, etc., etc. Donc ça devient vraiment une vraie grande ville, mais sur l'eau et avec une connotation très haut de gamme et qui va l'être de plus en plus et qui est en train, on l'a vu et tu as dû le voir aussi Romain, qui est en train de décrémer pas mal de gens qui ne peuvent plus suivre le rythme de vie de Miami et qui ont dû bouger, pas que de quartier, mais pour bien souvent de villes ou même de régions parce que ça devenait trop cher. Donc, je pense que je dis ça parce que aujourd'hui, ça reste toujours un très bon moment pour prendre le train dans la perspective d'un investissement qui peut être locatif, mais en tout cas d'un investissement long terme sur 5-10 ans. Voilà, ça, je pense que dans 5-10 ans, on regardera et on trouvera ça pas cher aujourd'hui, même si aujourd'hui, ça paraît plus cher qu'il y a 5 ans. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Romain? Bah écoute, c'est un bon tour d'horizon. Tu as parlé condominium, donc juste si tu peux, pour les gens qui ne connaissent pas, définir. Et puis, est-ce que tu peux nous dire, parce que c'est la question qui revient dans toutes les villes où on fait ce genre d'intervention, c'est aujourd'hui, on est dans un marché acheteur ou vendeur? Ouais. Alors les condominiums, en fait, c'est exactement c'est des immeubles avec des appartements à la française au niveau de la propriété. Et on utilise aux États-Unis deux termes pour les appartements, soit des coops, mais il n'y en a pas, quasiment pas à Miami. Des coops, juste pour votre information, il y en a pas mal à New York. Et c'est des immeubles qui sont en fait des copropriétés où vous avez des parts de l'immeuble. Donc, chaque appartement correspond à une part de l'immeuble, comme des parts de société, alors qu'un condominium, vous êtes propriétaire d'un bien immobilier. Donc, c'est un peu différent. Mais bon, en gros, un condominium, c'est exactement le même système
qu'en France par rapport aux appartements que vous pouvez trouver dans 100% des immeubles, j'imagine. Voilà. Alors, tu m'as posé une question de savoir si c'était un marché vendeur, c'est ça? Ou un marché d'acheteurs? Exactement. Bon. Alors, bon, pour terminer par rapport à où on en est aujourd'hui et 2023, juste pour vous donner une idée, depuis septembre 2021, il y a une hausse des prix de 15%, donc c'est pas rien, parce qu'il y avait une énorme hausse avant ça. Donc, il y a quand même eu 15% depuis septembre 2021. Une légère baisse sur les maisons, apparemment de l'ordre de 5% d'après les dernières études, donc depuis septembre 2021, sur les 12-13 derniers mois. Et par contre, les condos, comme on en avait discuté il y a un an de cela, je pense, ont augmenté de 20% depuis les 12 derniers mois. Voilà. C'est un marché qui était très, très, très vendeur. Donc, ils avaient tout le contrôle puisque l'inventaire était très faible et qu'on a eu beaucoup de gens qui ont acheté de façon un peu désespérée parce qu'ils voulaient absolument partir de Los Angeles, de New York, etc., etc., et ils se jetaient sur le moindre appartement, la moindre maison, quel qu'en soit le prix. Aujourd'hui, il y a plus cette notion d'urgence et de désespoir quasiment. Donc, les choses sont un peu plus normales et la balance est un peu plus équilibrée. Donc, c'est un meilleur moment quand même pour les acheteurs. Avant, il fallait savoir, enfin, quand je dis avant, c'était il y a encore 6-7 mois, quand vous mettiez un bien à la vente, il partait dans les 2-3 semaines avec énormément de visites et de nombreuses offres au-dessus du prix demandé. Et bien souvent, la plupart de ces offres étaient cash. Et donc, si vous arriviez avec du financement, vous passiez derrière. Donc, aujourd'hui, c'est quand même différent. Il y a toujours une demande, il y a toujours éventuellement plusieurs offres, mais les délais sont plus longs, il y a moins d'offres, il y a moins de visites. Donc, les rapports de force entre les acheteurs et les vendeurs sont quand même beaucoup plus équilibrés, même s'il y a un léger avantage aux vendeurs du fait du manque d'inventaire quand même à ce jour. Pour vous donner un peu de chiffres, parce qu'ils sont assez parlants, en 2022 sur Miami, 24% des maisons qui étaient à la vente sont parties au prix au-dessus de celui qui était demandé par le vendeur. Donc, si le vendeur avait listé sa maison à 1 million, ça partait dans 24% des cas au-dessus de ça. En 2021, on était à 29%. Donc, maintenant, on est à 24%. Donc, c'est un peu moins, mais ça reste quand même significatif. Ça fait une maison sur 4 qui part au-dessus du prix demandé. Et pour les condos, en 2022, on est à 16% des appartements qui sont sur le marché se sont vendus au-dessus du prix demandé, alors qu'on était à 13% en 2021. Voilà. Et pourquoi 16% et contre 24% pour les maisons? Bon, c'est logique puisqu'il y a quand même beaucoup plus de condos que de maisons sur le marché. Voilà, donc dans l'ensemble, quand même, quand vous voyez qu'un appartement sur 5-6 part au-dessus du prix demandé et qu'une maison sur 4 part au-dessus du prix demandé, ça vous montre quand même que l'équilibre est plutôt favorable pour le vendeur. Mais pour moi, on est vraiment dans un rapport de force. Si on revient au foot et à la Coupe du Monde, possession 55% vendeur, 45% acheteur. Voilà. Ok, top. Merci. Donc là, j'avais reçu une question. Quel type de produit actuellement le vent en poupe et quel est celui permettant d'optimiser les leviers financiers? Ok. Donc, ça fait plusieurs questions. Alors, les produits qui ont le vent en poupe, bon, moi, déjà, je trouve que tous les produits aujourd'hui
peuvent bénéficier des leviers financiers. Après, c'est vrai que des immeubles de rapport, c'est généralement là où on en bénéficie le plus. C'est aussi le type de produit que les banques préfèrent financer et que les banques acceptent plus volontiers comme produit d'échange pour pouvoir refinancer, se servir d'un bien qui a pris de la valeur pour pouvoir investir dans quelque chose d'autre. Parce que le niveau de risque qui est lié à des immeubles de rapport est beaucoup moins important, forcément, puisque vous allez avoir dans un même complexe 5 appartements ou 10 appartements ou 25 appartements. Donc, la probabilité de se retrouver dans une situation où c'est loué ou pas loué n'existe pas, contrairement à une maison ou un appartement, c'est soit loué, soit pas loué. Donc, voilà. Moi, j'aime bien plusieurs types de produits. Donc, si tu veux, Romain, je peux te faire un petit topo sur les types de biens qui me paraissent intéressants et je peux les illustrer aussi. Ça te va? Ouais, vas-y. Tu veux Alors, faire un partage d'écran? alors, je vais faire un partage, mais juste avant, je vais te faire enfin, je vais vous faire un petit topo et puis ensuite je vous illustrerai avec certains biens. Donc moi, je trouve que les maisons qui correspondent à des jeunes familles, donc ce qu'on appelle ici des starter homes, je ne sais pas trop comment traduire ça en français, mais c'est des maisons pour des jeunes familles donc qui démarrent. Je trouve que c'est des très bons produits d'investissement parce que il y a du potentiel, donc c'est des maisons entre, disons, 600 000 $ et 900 000 $. Il y a du potentiel d'appréciation. On est moins sous le coup de maisons qui se sont énormément appréciées, même si elles-mêmes se sont appréciées, mais puisqu'elles devaient peut-être être de 400 000 à 700 000 avant et que maintenant on est plutôt de 550, 600 à 900 000 sur ce type de maison. Mais c'est moins risqué, je dirais, que dans le haut de gamme pour les maisons. J'aime bien, et j'en montrerai une tout à l'heure qui est dans un quartier intéressant. J'aime bien également South Beach. South Beach, tout ce qui est art déco, ça stagnait énormément jusqu'à il y a 6 mois et là, c'est en train de repartir. Ça stagnait depuis 8 ans jusqu'à ces 6 derniers mois et c'est en train de repartir parce qu'en fait, c'est devenu les gens se sont rendus compte que en fait, à Downtown, à Brickell ou dans d'autres quartiers de Miami qui étaient très à la mode, les prix ont explosé. Et au lieu de se faire chasser dans une autre ville, ils se disent, tiens, pourquoi pas revenir à South Beach, bon, qui est moins business, mais qui a ses avantages. Il y a beaucoup de restaurants, il y a la plage, et on est dans Miami. Et donc, les biens, que ce soit à l'achat ou à la location, sont plus abordables, sont en train de monter, puisque beaucoup de gens font cette démarche, en fait, cette démarche de retourner à South Beach. Là, je regardais tu sais, je fais des listes pour des clients sur différents quartiers en fonction de ce qu'ils cherchent. Et donc, je regardais sur ces listes-là qu'est-ce qui avait bougé. Et c'est vraiment flagrant. Si tu regardes une liste pour un client il y a 1 mois et demi à South Beach, tout a été vendu. Si tu regardes une liste pour un client à Downtown, la moitié a été vendue. Donc, tu vois que ça bouge beaucoup en faveur de South Beach parce que c'est abordable. Les biens sont aussi plus petits et on peut trouver des studios aux 3 pièces entre, en gros, 200 000 à 350 000 $ pour des trucs bien, quoi. Donc, et avec des rentabilités ou des locations du moins intéressantes. J'aime bien aussi les townhouses. Les townhouses, c'est un produit hybride entre la maison et l'appartement. C'est des maisons de ville, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de jardin. Tu as une petite cour, mais c'est sur 2 ou 3 étages. Donc, ça donne le volume d'une maison sans les problèmes d'entretien d'une maison. C'était un produit qui n'était pas très connu ici et qui s'est énormément développé dans la dernière année. Et on en avait parlé, j'ai vu ça en novembre-décembre de l'année dernière, qui a pris 30% depuis, mais qui, à mon avis, va continuer à monter parce que c'est moins cher qu'une maison, mais ça offre quand même, à l'intérieur du moins, le même confort.
Et donc, c'est assez recherché par les familles, aussi bien à la location qu'à l'achat, parce que c'est moins cher, mais il n'y a pas de compromis par rapport à l'espace. Et enfin, donc je ne connais pas l'audience, hein, c'est pour ça que je parle de différents types de produits. Enfin, Miami est en train de voir un grand nombre de projets ultra luxueux sortir de terre. Qui seront livrés entre 2025 et 2026. Et pour ceux d'entre vous qui sont sur ce type de produits, donc on parle de produits qui sont entre 15 000 et 40 000 dollars du mètre carré. Je trouve que ces produits achetés en préconstruction sont très intéressants parce qu'on peut les obtenir à des prix qui sont inférieurs ou égaux à des produits haut de gamme, mais pas aussi haut de gamme, et des produits qui ont déjà 3 à 5 ans d'existence. Donc, c'est des produits récents, mais forcément qui sont pas neufs. Et donc, si vous achetez aujourd'hui, vous pouvez acheter donc au même prix, voire moins cher que ce qui se fait sur des produits existants aujourd'hui, sur des produits qui seront livrés dans 3 ans. Ou 4 ans. Donc, avec un très, très net avantage une fois que vous serez livré sur des produits que vous auriez pu acheter de même type de catégorie, mais existants aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas. Parce que j'ai fait une sélection de biens que je trouve intéressants. Je vais partager mon écran un peu pour illustrer tout ça. S'il y a des questions, Romain, n'hésite pas entre-temps. Voilà. On a reçu 2 questions que je vais garder pour après. OK. Alors, juste pour le ultra luxe, puisque je terminais dessus, voilà les types de projets que j'aime bien. Et c'est des projets c'est des catégories de projets qui n'existaient pas avant. Donc, ça va du Saint-Régis. Donc, comme vous voyez, il y a les prix de départ qui sont là. Ça commence quand même à des prix assez élevés. Vous voyez là, c'est en partage, Romain? Oui, on voit bien. Pour ceux qui regardent leur écran, n'hésitez pas à double-cliquer sur l'image pour la voir en plein écran. Comme ça, vous verrez mieux les prix. Mais si vous êtes en plein écran, on voit bien. Voilà, donc on voit que c'est des immeubles extrêmement haut de gamme qui commencent à 1,5 million. Enfin, ça dépend des immeubles, mais il y a des immeubles, ça commence à 1,5 million, d'autres immeubles, ça commence à 5 millions, d'autres immeubles, ça commence à 2 millions, d'autres immeubles qui commencent à 700 000 et qui montent en puissance. Voilà, c'est du très haut de gamme et ils seront tous livrés aux alentours de 2025-2026. Et c'est cette nouvelle génération d'immeubles qui va vraiment positionner Miami dans une nouvelle ère. Et c'est pour ça que je compare le futur Miami à un Singapour. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'en parler, bien entendu, mais vous pouvez aussi aller sur ce site dédié qui s'appelle Miami Ultra Luxe, sans E à la fin.com. Et donc là, j'ai fait une sélection de biens que je trouve intéressants parmi d'autres. Après, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, donc bon, là, il y a une carte. Vous pouvez poser des questions également, mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec Miami, donc le cœur de Miami avant 2010, c'était voilà, Miami Beach, South Beach, etc. C'était le Miami dont vous avez sans doute connu si vous ne connaissez pas Miami aujourd'hui, mais que vous avez vu dans les films, etc. etc. Le Miami qui a explosé ces 10 dernières années et qui a fait que tout le monde a commencé à reparler de Miami, c'est ce coin de Downtown Brickell qui est ici. Donc, ce n'est pas très grand. Et en fait, c'est tous ces développements. Donc là, c'est Brickell, là, c'est Downtown, là, c'est le Design District de Bernard Arnault. Vous avez, c'est un espèce de faubourg Saint-Honoré à l'américaine. Et donc, c'est vraiment ce Miami-là qui a relancé Miami et qui a fait que Miami, en règle générale, était très recherché.
par tout type d'investisseur. Voilà, donc je vais vous montrer différents biens que je trouve intéressants. Donc, par exemple, celui-ci, le premier en haut, à 219 000 $, qui est un studio Art déco. Donc, voilà, si vous pouvez trouver des choses moins chères, mais ça va être moins joli, ça va nécessiter des travaux, etc. Là, vous pouvez voir que pour ce prix-là, c'est très correct. Il n'y a pas grand-chose à refaire. Les cuisines sont jolies. Et c'est des biens qui sont loués, disons, dans les 2300-2500 $ en meublé. Il y a cet appartement-là qui a été vendu à 265 000 $, alors qu'il était listé à 255 000, qui est aussi sur South Beach. Ça, c'est un 2 pièces, un peu le même concept que l'autre, un tout petit peu plus grand. Il fait 58 mètres carrés. Pareil, c'est des biens qui sont vraiment prêts à la consommation. Il n'y a pas de travaux, pas de rénovation. Celui-ci aussi s'est vendu un peu plus, non, un tout petit peu moins cher de ce qu'il était listé et que j'aime beaucoup sur South Beach. Encore une fois, c'est un 2 pièces, un peu plus petit de 48 mètres carrés. Très sympa, très agréable. Tout ça, c'est des biens qui se louent. Les one bedroom, c'est assez homogène à South Beach. Ça se loue en meublé dans les 2005 et en non meublé dans les 2002. Voilà, c'est très, très, très agréable à des prix abordables. Et puis un dernier pour la route sur South Beach, dans un immeuble que j'aime beaucoup, qui s'est vendu au prix demandé à 279 000 $, qui fait 62 mètres carrés. Et donc qui est très très sympa. Voilà, c'est des appartements qui ont beaucoup de cachets et qui sont à 5 minutes de tous les commerces, 5 minutes. Quand je dis 5 minutes, c'est à pied ou à vélo de la plage, etc., etc. Donc ça vous offre un cadre de vie ou bien à vos locataires très sympa. Maintenant, si vous voulez investir dans des coins qui sont plus business, comme donc Brickell dont j'ai parlé tout à l'heure. Moi, j'aime bien les studios parce que il y a quand même beaucoup de jeunes qui arrivent à Miami, qui ont fait leurs études dans le Nord-Est, à New York, à Boston, à Chicago, etc., etc., et qui viennent ici. Et donc, forcément, eux, ils commencent par louer en général des studios. Donc, ça, c'est dans un immeuble qui a été designé par Pininfarina, la même société qui est connu pour avoir designé les Ferrari, ou beaucoup de Ferrari en tout cas. C'est dans un immeuble où moi, d'ailleurs, j'ai un appartement une dizaine d'étages plus haut, donc je peux en parler. Nous, on loue ça, et encore, c'est pas trop cher, 2500 $ en meublé. C'est un studio très bien agencé. Bon, moi, je ne l'ai pas avec la moquette, hein, et je ne conseille pas la moquette, mais vous allez voir, les salles de bain sont très, très clean. Et je ne sais pas s'ils ont montré les cuisines ou pas. Voilà, les cuisines sont nickel. Bon, ça fait un moment qu'il est à 385 000. À mon avis, c'est quelque chose qui s'échange plutôt à 340 000. Ça fait à peu près 50 mètres carrés. Après, dans les autres produits que j'aime bien, j'ai parlé tout à l'heure donc de maisons pour des jeunes familles. Donc là, j'ai trouvé un produit très intéressant. Et pas cher du tout, dans un très bon quartier, juste à côté de Coral Gables, à proximité de toutes les bonnes écoles, de toutes les autoroutes, etc. C'est ici, donc l'université de Miami se trouve ici. Coral Gables est là, Coconut Grove est là, on est vraiment très très bien placé. Et c'est 475 000 $ pour 3 chambres, une salle de bain. Ça fait 120 mètres carrés. Et c'est mignon. Il y a un peu de rénovation à faire, je dirais, à vue de nez, 40 000 $, entre 30 et 40 000 $. Et ça, c'est quelque chose donc, qui est à proximité de l'université et qui se louerait facilement dans les 4 500 $. Nous, on détient, comme l'avait annoncé Romain, des biens meublés, des immeubles de rapport en fait, qui sont à côté de l'université de Miami, donc on connaît très bien ce marché-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on enlève ce type de sol pour mettre un sol sympa, des cuisines sympas, mais pas forcément cher. On les meuble et on les loue, et c'est loué en permanence, quoi. C'est loué 6 mois, 12 mois. On évite de faire du short terme. Mais voilà, donc ça c'est
une très très bonne affaire, comme j'en ai pas vu beaucoup et qui m'intéresse d'ailleurs à titre personnel. Je l'ai vu tout à l'heure en faisant ma petite préparation. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me faire savoir. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type de produit? Alors, ça, des produits un peu plus chers. Ça, c'est une maison qui est à Miami Shores. Donc, je vais remontrer sur la carte. Donc, Miami Shores, c'est un peu plus au nord d'Intin de Brickell, mais on est à un quart d'heure, hein, et qui est juste de l'autre côté de Miami Beach. Donc, c'est une maison qui s'est vendue à 1,4 million. Ils ont demandé 1,250 million. Très sympa, ça marche très bien. Donc, aussi pour les jeunes familles qui sont un peu aisées, mais comme vous pouvez le voir, c'est traditionnel au niveau de l'architecture, mais à l'intérieur, c'est très charmant et refait. Et ça marche aussi très bien en Airbnb, ce type de maison-là. Voilà, donc c'est nickel, sans être le grand luxe, mais c'est assez bien quand même. Voilà. Et enfin, un produit un peu coup de cœur. Ils l'ont retiré du marché, mais il y en a d'autres. C'est ce bien qui est sur l'eau. C'est un 3 chambres. Ils ont demandé 790 000 $. J'avais fait ma petite étude dessus. Je pense que c'était un bon prix de marché parce qu'il y a des biens équivalents qui sont vendus au même prix. Et comme vous le verrez, c'est très, très calme et c'est directement sur l'eau dans des petits immeubles de 3 étages qui font partie d'un plus grand complexe. Donc, ça a les avantages d'un grand complexe et les avantages d'être un peu plus isolé. Et donc, il y a une grande terrasse sur la marina. Ça, pour moi, c'est un bon produit aussi à la location. Bon, ça se loue dans les 5 000, 5 000, disons, en non meublé, peut-être 5 500, 5 008 en meublé. Voilà. J'essaie de voir. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Là, on voit la marina. On voit les bateaux derrière. Voilà. Donc ça, Romain, je pourrais en montrer plus, hein, mais je pense que ça suffit pour donner une idée entre 200 000 $ et 1,4 million, on a vu pour ce type de bien. Et bien entendu, pour tout ce qui est ultra luxe, c'est beaucoup plus cher. Non, je pense que tu as fait un bon tour d'horizon. Il y a Gérard qui nous demandait sur ce que tu montrais là, quelle est la différence de facilité de location entre un meublé et un non meublé? Bonne question, Gérard. Alors, depuis le Covid, il y a une forte demande pour le meublé parce qu'on a un peu changé les comportements locatifs où les gens bougent quand même pas mal. Quand je dis bougent pas mal, ils ne bougent pas forcément tous les 2 mois, mais ils bougent d'une année sur l'autre, etc. Il y a eu aussi, donc c'est plus pratique pour ces gens-là de louer du meublé. Il y a eu aussi, je pense que c'est la même chose en France de ce que j'ai pu entendre, il y a d'énormes problèmes d'approvisionnement des meubles dans les Ikea, dans les magasins de meubles. Et donc, les gens ne veulent plus s'embêter enfin, c'est devenu assez compliqué de meubler un appartement ou une maison. C'est devenu cher, il y a des énormes délais, etc. Donc, les gens préfèrent parfois trouver des biens qui sont déjà meublés. Et enfin, je pense que la nouvelle génération des 25-35 ans considère que l'achat de meubles, c'est un peu une perte d'argent et donc préfèrent ne pas s'embêter à immobiliser de l'argent dans quelque chose qui ne leur servira pas parce qu'ils vont partir dans une autre ville dans 2 ans, dans 3 ans, qui vont passer d'un one bedroom à une maison, etc., etc. Donc, il y a une forte demande pour le meublé. Et la facilité de louer du meublé, non meublé en soi, c'est la même, hein, parce qu'il y a une forte demande sur les deux. Mais je trouve qu'il y a quand même un avantage sur le meublé. Et il y a quand même une différence de loyer qui est relativement significative, je dirais au minimum de 20%. Après, ça dépend si on est sur des biens qui peuvent se louer 1 mois, 2 mois, ou si on est sur de la location meublée de 1 an. Forcément, sur 1 an, la différence de prix est moins importante entre du meublé et du non meublé que sur des locations de 1 ou 2 mois. Mais de façon générale, je resterai quand même à l'écart des locations
court terme parce qu'au final, on ne s'y retrouve pas forcément, ou si on s'y retrouve, il y a quand même plus de risques, il y a des choses qui s'abîment, etc., etc. Donc, ça engendre des frais. Et puis, ça engendre aussi plus de frais de toute façon au niveau de la gestion du bien, puisqu'il y a plus de travail, donc il y a plus de frais. Voilà. Moi, je préfère des biens meublés, personnellement. D'accord. Si tu veux, Romain, je peux montrer ce que je fais avec notre activité Happy Living. Ouais, juste avant ça, on va prendre Michel qui avait une question pour toi. On va écouter Michel. Si vous voulez activer votre micro, euh, il faut juste enlever le mute. Michel, si vous nous entendez. Et si jamais Michel n'arrive pas, ah, ça y est. Oui, bonjour. Bonjour, Je Michel. posais deux questions. D'abord, qu'est-ce que vous pensez des condos en waterfront? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut louer en courte durée sur South Beach? Alors, je vais commencer par la deuxième question. À South Beach, j'ai un PowerPoint d'ailleurs qui parle de ça, mais à South Beach, c'est très réglementé. Donc, tout ce qui est art déco, là, les 3-4 biens que je vous ai montrés juste avant, par exemple, vous ne pouvez pas les louer en short terme. C'est des minimums de 6 mois pour l'essentiel des immeubles. Il y a quelques immeubles à South Beach qui permettent de légalement faire du court terme. Mais c'est rare, c'est très réglementé et la plupart des immeubles qui permettent de faire du court terme, c'est des immeubles haut de gamme, comme je ne sais pas si vous êtes familier avec South Beach, mais comme le Setai, comme le One, comme le W. Mais bon, ça, c'est des immeubles où le prix d'achat est de l'ordre de 20 000 $, du mètre carré minimum. Donc, ce n'est pas du art déco. Donc, la raison pour laquelle c'est comme ça, c'est qu'il y a un fort lobby des hôtels et du tourisme sur South Beach et qu'ils ont vu d'un mauvais œil pendant quelques années la montée en puissance de Airbnb sur ces produits art déco que je vous ai montrés tout à l'heure. Là, les studios à 219 000 $, les one bedroom à 270, 300 000 $, etc. Et donc, on fait la guerre à coups d'amende. Et donc, maintenant, la première amende pour la première infraction, elle est de 20 000 $. Donc, comme ça règle le problème tout de suite. Et donc, nous, on avait pas mal de clients français qui avaient acheté à l'époque pour notamment faire du short terme meublé. Et on a passé ce parc-là en long terme meublé ou pas meublé. Et on a complètement arrêté parce qu'on voulait prendre aucun risque. Donc, la réponse à la question, c'est que South Beach, ce n'est pas un marché de short-term rental, à part sur quelques immeubles, mais qui sont assez chers. Est-ce que j'ai répondu à cette question-là? Ben, très bien. Surtout, Michel, n'hésitez pas. Alors, Michel, il avait une deuxième question qui était sa première question par rapport aux immeubles sur l'eau. J'imagine que c'est une question par rapport à la peur de la montée des eaux. C'est ça, Michel? Il faut que je redonne la parole à Michel. Il va nous le dire tout de suite. Faut juste En fait, non, c'est parce qu'il y en a beaucoup à vendre. Donc, dans quel quartier? Sur South Beach, Collins, par là. Oui, alors sur Collins, Miami Beach, donc disons de la 23e rue, 25e rue à la 70e, 80e rue, il y a pas mal d'immeubles qui datent de 1960, 1970, etc., qui, disons entre 1960 et 1980, qui ont pas mal de problèmes structurels. Et ces problèmes-là nécessitent des réparations qui sont extrêmement coûteuses. Donc, ça peut être ça peut être les balcons, ça peut être ça peut être, j'ai pas les termes en français, mais ça peut être tout ce qui est fait, toute la structure en acier des immeubles. Ouais. Ça peut être tout ce qui est métallique qui est en train de s'oxyder, etc., avec le temps, et qui a malheureusement amené
à cet immeuble qui s'est effondré il y a un an et demi. Bon, ça ne se repassera plus, mais depuis, il y a eu des inspections obligatoires de la ville. Il y a une espèce de paranoïa et donc les immeubles ne prennent aucun risque et imposent des rénovations très lourdes, c'est-à-dire sur 3, 4, 5 ans, qui coûtent aux copropriétaires entre 50 000 et, disons, entre 30 000 et 100 000 $ en fonction de la taille des appartements, lissés sur plusieurs années. Mais ça fait que ça rend la propriété ou le coût de la propriété très, très cher à entretenir pour un acheteur. Et donc, pas mal de gens se dégagent, veulent se dégager de leurs appartements. Et donc, il y a effectivement, dans cette catégorie de produits, beaucoup de biens sur le marché qui ne sont pas forcément chers. Et donc, quand on regarde sans connaître, on dit, ah bah tiens, il y a un 3 pièces vu sur la plage à 600 000 $ ou à 800 000 $, c'est vraiment pas cher. Et en fait, il faut creuser un peu plus. Donc, je ne pense pas connaître tous les immeubles, mais on en connaît pas mal parce qu'on fait des recherches, etc. pour d'autres clients. Donc, on a l'occasion de les voir et de se renseigner auprès du syndic des immeubles qui sont en charge justement de ces rénovations. Et donc, faut faire un peu le tri, mais bon, c'est pas le type d'immeuble que je conseillerais, mais encore une fois, faut regarder au cas par cas. Mais si vous voyez quelque chose que vous trouvez pas cher, avec une belle vue, en général, c'est parce que derrière, il y a eu des rénovations qui ont été imposées aux propriétaires qui doivent s'acquitter de sommes importantes d'argent. Et pas mal de ces gens-là sont des gens qui ont acheté il y a 30 ans, il y a 40 ans, qui ont aujourd'hui 70, 80 ans, qui ne travaillent plus et qui n'ont donc pas les mêmes ressources financières qu'ils avaient avant et ne peuvent pas se permettre de payer ces montants-là. Donc, ils sont obligés de vendre et il y en a beaucoup, effectivement. Mais c'est vraiment une catégorie à part. Et moi, ce n'est pas quelque chose que je considère quand je regarde, quand je fais un conseil pour un achat. Je le regarde parce qu'il y a parfois des choses à faire dans des immeubles intéressants, ça arrive. Mais souvent, l'essentiel de ces appartements-là sont dans des immeubles problématiques. Après, c'est une équation. Le vrai problème, c'est quand vous allez dans un immeuble où ils n'ont pas encore fait l'évaluation des frais. Donc là, il y a un énorme risque qui vous pend au nez. Mais dans des immeubles où ils ont déjà fait et éventuellement déjà commencé les travaux, donc avec un budget qui a été fixé, qui est connu et qui, a priori, ne va pas changer, là, il y a quand même moins de risques. Donc, c'est une équation. J'ai des clients qui ont acheté dans des immeubles à South Beach, côté de la baie, pas côté mer, avec des assessments de 50 ou 60 000 $, mais ils étaient très contents parce qu'il n'y avait aucun risque puisque le budget avait été déjà établi, les travaux avaient commencé, il n'y avait pas de risque de changement, pas de risque de délai, tous les facteurs étaient connus et ils s'y retrouvaient parce qu'ils payaient leur appartement moins cher et qu'ils savaient que dans 2 ans, le lobby allait être complètement refait, la piscine allait être complètement refaite, les balcons allaient être complètement refaits, les ascenseurs allaient être complètement refaits. Donc, il y avait 1 an et demi, 2 ans pénibles, mais qui étaient connus et qu'ils allaient se retrouver dans 2 ans avec un immeuble qui aura été remis totalement aux normes structurelles et aussi aux normes. En général, ils en profitent pour refaire les parties communes et les remettre au goût du jour. Voilà. Donc, c'est ma réponse par rapport à ça. Mais si vous avez des biens spécifiques en tête, vous pouvez me les envoyer par email ou par WhatsApp et je vous dirai exactement ce qu'il en est. J'ai mis l'email de Michael dans le chat. Alors, il nous reste plus que 9 minutes pour cette session. Michael, si tu veux en profiter pour baisser le store, parce que je vois que tu as le soleil dans les yeux, si jamais ça te dérange, il n'y a pas de souci. Ouais. N'hésite pas. Sinon, pour les autres questions, peut-être qu'on va juste, si tu veux donner une réponse courte, de toute façon, je pense que c'est des réponses assez courtes, parce qu'on a reçu 2 autres questions et j'aimerais bien qu'on y réponde. Et puis après, on continuera avec les questions qu'on avait reçues en amont.
Donc, il y a un auditeur anonyme qui nous parle de la Caroline du Nord. Est-ce que tu as des inputs sur la Caroline du Nord Non, alors honnêtement, pas du tout. C'est un marché complètement différent et nous, aux États-Unis, on est agent, on a des licences d'agent qui sont données par État. Donc, quand on est agent en Floride, on ne peut pas travailler à New York et quand on est agent à New York, on ne peut pas travailler en Floride ou en Caroline du Nord, etc. Mon expérience de la Caroline du Nord, je connais Charlotte, je sais que Asheville, par exemple, a le vent en poupe depuis 1 an. Mais à part ça, je ne connais pas les prix de marché, etc. etc. Okay. Il y a Patrice aussi qui demandait, peut-on parler du coût de l'assurance multirisque habitation à Miami par rapport au reste des États-Unis, en particulier les risques d'ouragan? Les coûts des assurances, c'est plutôt lié, pas tellement aux ouragans, mais plutôt aux inondations. Et donc, à Miami, ou enfin, en Floride, il y a des zones qui sont considérées comme inondables. Donc, elles sont connues d'avance. C'est inscrit dans le listing et c'est sur une carte qui est fournie par la ville, par le comté. Et donc là, les assurances sont plus élevées. Il y a des maisons comme la mienne, par exemple, qui ne sont pas en zone inondable. Mais moi, je peux avoir une maison qui n'est pas en zone inondable et la rue derrière, il va y avoir une maison qui est en zone inondable. Donc, c'est quand on parle de zone, on ne parle pas d'un périmètre de 1 km², etc. C'est vraiment c'est en fonction, quoi. Et donc, moi, je paye, par exemple, j'ai une maison de 300 mètres carrés à côté de Coral Gables. Je paye à peu près $5 000 pour mon assurance pour ma maison. Mais si j'étais en zone inondable, je paierais dans les 12 000. Donc, voilà. Si vous êtes en appartement, c'est complètement différent. Un appartement, un 2 pièces, donc il n'y a pas de risque d'inondation forcément dans les appartements. Un 2 pièces, ça va être de l'ordre de 8, enfin, quand je dis un 2 pièces, 2 chambres, pardon, ça va être de l'ordre de 800 à $1 000 pour l'assurance, quoi. Voilà. Après, par an, hein, on est d'accord. Par an, ouais. Ok, parfait. Donc, on va reprendre. Et bien sûr, pour terminer sur cette question, si vous achetez un bien pour faire de la location courte durée, et ben là, ça représente un risque supplémentaire pour un assureur et vous allez payer plus cher que si vous faites de la location longue durée. Bon, ça, c'est logique, quoi. Ouais. Après, je crois que les taxes ici en Floride sont un peu moins chères que dans d'autres États, donc on peut s'y retrouver aussi là-dessus, hein. Oui, enfin, de toute façon, les assurances sont élevées un peu partout, hein, parce qu'à New York, il y a aussi des problèmes d'inondation, des problèmes d'ouragan. Enfin, sur toute la côte est, il y a des problèmes d'inondation. En Géorgie, enfin, voilà, qu'on soit sur l'eau ou pas, il y a des problèmes d'ouragan dans pas mal d'endroits aux États-Unis. Donc, je dirais qu'en Floride et à Miami, on est quand même pas mal lotis. En tout cas dans une ville comme Miami, puisqu'il y a beaucoup de nouvelles constructions qui ont été faites en prenant compte justement de la montée des eaux et aussi des ouragans potentiels, comparé à d'autres endroits. Voilà. Bon, après, il y a la côte ouest de la Floride, c'est encore une autre histoire, mais moi, je parle de Miami, Fort Lauderdale, Boca Raton, qui est vraiment ce qu'on appelle le sud-est de la Floride. Voilà. Peut-être que ce serait intéressant de parler de comment investir dans l'immobilier. Ouais, parce que je pense que c'est important. Et puis, on prendra la question de Stéphane juste après. Okay. Il nous reste 4 minutes. On peut étendre à 5 minutes de plus. Donc, on va essayer à 13h05. OK. Donc, on a parlé d'immobilier. Donc, maintenant, il faudrait que je vous explique comment on investit dans l'immobilier. Donc, c'est assez simple. Il n'y a pas de notaire, il y a un avocat qui fait office de notaire et qui coûte à peu près $2 500 par transaction et qui s'occupe vraiment de tout de A à Z. Voilà. Donc, c'est très, très simple, c'est très rapide. Vous faites une offre, l'offre est acceptée et en général, la transaction est réglée dans les 30 jours à 60 jours. Voilà. Moi, ce que je conseille dans la démarche, c'est déjà de définir un but.
et de s'y tenir. Donc, avoir soit un but patrimonial, soit un but locatif et de s'y tenir. Si vous décidez d'acheter pour du patrimonial et de garder un bien 10 ans, 15 ans et que vous changez d'avis au bout de 2 ans, ça peut être problématique parce qu'il y a des quartiers qui montent, qui descendent. On sait que sur 10 ans, ça va aller dans une direction, mais entre ce temps-là, il peut se passer pas mal de choses. Donc, par exemple, les gens qui ont acheté entre 2012 et 2015 avec l'idée d'acheter sur 10 ans, ceux qui ont gardé, ils sont très, 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 très bien aujourd'hui. Ceux qui ont un peu paniqué et qui ont vendu en 2018-2019, ils ont mal vendu, ils ont peut-être perdu de l'argent ou ils se sont retrouvés sans rien gagner. Alors que s'ils s'en étaient tenus à leur objectif de départ, ils auraient doublé, voire triplé leur argent. Donc, c'est très important de se tenir parce qu'en fonction des objectifs, on va investir ou pas dans un quartier ou dans un type de bien. Donc, on ne peut pas tout mélanger. Autre chose importante, c'est de trouver, ça paraît évident, mais un agent qui est spécialisé par quartier, qui va avoir la vision, donc qui va avoir la connaissance du quartier, comment c'était il y a 10 ans, comment c'est aujourd'hui et comment il pense que ça va être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans par rapport à sa connaissance de tous les jours. C'est pour ça que moi, je dis, je m'y connais sur Miami, je m'y connais sur Fort Lauderdale, Boca Raton, mais je ne m'y connais pas sur Palm Beach, je ne m'y connais pas sur la côte ouest de la Floride. Je pourrais éventuellement trouver un bien, ce n'est pas un souci, ce n'est pas très compliqué, mais est-ce que j'aurais de la valeur ajoutée pour vous dire c'était comme ça avant, je sais et je pense que ça va dans cette direction-là dans les quelques années parce qu'il y a telle boîte qui va s'implanter, il y a tel développement qui va se faire de la ville, il y a telle école qui va se créer, etc. Non, je vais pas pouvoir savoir ça alors que c'est des informations qui me viennent très naturellement. Par exemple, à moi comme à d'autres agents qui sont bons sur Miami quand on y habite parce qu'on le vit tous les jours en tant que professionnel mais aussi en tant que père de famille, individu, etc. Voilà. Et un agent qui est spécialisé dans le type de produit que vous cherchez. Si vous cherchez un immeuble de rapport, il ne faut pas aller voir quelqu'un qui est spécialisé dans les condos parce que c'est quand même des produits très particuliers, les immeubles de rapport. Et pareil, quelqu'un qui est spécialisé dans les immeubles de rapport ne va pas s'y connaître sur le marché résidentiel classique de maisons et appartements condos. Alors on peut, enfin, quand je dis il ne va pas s'y connaître, il peut s'y connaître, mais en général, ils sont très spécialisés sur leur type de produits. Voilà. Si vous faites du cash, bon, si vous achetez en cash, il n'y a pas de souci. Si vous n'achetez pas en cash, c'est très important de commencer par contacter une banque ou un courtier pour définir votre capacité d'investissement parce qu'il y a pas mal de gens qui commencent d'abord à chercher. Ils pensent qu'ils ont, je dis n'importe quoi, 1 million de dollars et en fait, ils peuvent emprunter que 800 000 dollars. Donc, ils ont perdu 2 mois à chercher des biens qui, au moment où ils ont trouvé le bien qui pensaient leur correspondre, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas investir. Donc, et parfois, il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont que 800 000 dollars, mais en contactant un courtier, ils s'aperçoivent qu'en fait, leur capacité d'investissement peut être supérieure. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment la première étape si vous voulez faire du financement, c'est de commencer d'abord par connaître votre capacité d'investissement. Ensuite, il y a une autre chose qui est importante, c'est de bien structurer l'achat. Donc, ça peut être l'équivalent d'une SARL, voilà, pour vous protéger en fait au niveau de la responsabilité civile quand vous louez, parce que si vous achetez en propre, que vous louez et qu'il y a un problème, quelqu'un se casse la jambe dans l'appartement, il peut s'en prendre à vous à titre personnel avec tout ce que vous possédez, alors que si c'est acheté dans le cadre d'une société, son attaque pourrait être portée que à ce qui est détenu par cette société. Donc, en généralement, le bien, et on isole chaque achat par une société. On essaye de ne pas mettre plusieurs biens dans une même société. Et l'autre point important par rapport à la structuration, c'est on n'y pense pas quand on a 35, 45, même peut-être 50 ans, c'est la succession. Moi, j'en parle souvent parce que souvent, j'interviens dans French Morning avec quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Et c'est vrai, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais qui est très important et qui peut faire perdre pas mal d'argent le moment venu parce qu'on n'optimise pas. On optimise surtout ce que permet les États-Unis qui permettent de faire des successions nettes d'impôts
jusqu'à plusieurs millions de dollars, contrairement à la France, par exemple. Et quand on ne prévoit pas ça au départ, c'est un peu compliqué de remettre les choses dans les bonnes cases plus tard. Et donc, nous, on en a fait l'expérience. Enfin, mes parents ont acheté pas mal de choses ces 15 dernières années sans jamais se soucier de la succession. Et donc là, on est en train de voir comment optimiser tout ça. Et c'est compliqué et coûteux. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel moi-même, en tant que conseiller immobilier, je ne pensais pas avant. Et maintenant, c'est une des premières choses que je mets en avant. Voilà. Et puis, en dernier peut-être conseil, pour ceux qui pensent, parce qu'on parle beaucoup de flips, c'est-à-dire acheter, faire des travaux et revendre avec une forte plus-value dans un délai assez restreint de quelques mois. Aujourd'hui, quand on connaît la hausse des coûts qui est difficilement lisible dans le futur, quand on connaît les problèmes d'arrivage de matériaux, de disponibilité de matériaux, et quand on connaît les délais pour obtenir les différents permis nécessaires aux travaux auprès de la ville, ça fait beaucoup de facteurs qui peuvent faire que votre rénovation que vous aviez prévue pour 50 000 $ pour un mois de travaux puisse passer à 75 000 ou 100 000 $ et 5 mois de travaux à cause de ces différents facteurs. Donc, si vous tombez sur la bonne opportunité et que ça en vaut la chandelle et que vous avez les moyens de tenir, de ne pas avoir à vendre au bout de 3 mois, mais que vous êtes OK pour vendre dans 6 mois ou dans un an si ça doit être fait comme ça, à ce moment-là, ça peut être une bonne idée. Mais si vous avez un budget restreint et que vous avez un timing assez restreint pour faire l'opération, en ce moment, c'est quand même très risqué et comme les prix d'achat sont quand même assez élevés de toute façon, le potentiel de plus-value est aussi assez risqué, quoi. Donc, si on rajoute à ça le fait que les coûts des matériaux sont élevés et qu'il y a des délais qui peuvent rajouter donc des coûts de maintenance à toute l'équation, ce n'est pas quelque chose que je conseille forcément. Voilà. OK. En une minute, il faut qu'on réponde à 3 questions. OK. Alors doit-on garder Stéphane Adjej? Doit-on garder ses biens parce que le marché va encore prospérer? Oui. Doit-on garder ses biens parce que le marché va encore prospérer? Réponse oui. OK. Alors après, je peux te donner une réponse plus particulière si Stéphane, vous m'envoyez vos biens, si vous en avez. Je pourrais vous dire, bon, ça, je pense que ça plateau, ça, c'est encore du potentiel. Mais dans l'ensemble, moi, ma règle, c'est que si vous n'avez pas besoin de vendre, faut accumuler. Est-il plus intéressant de faire construire ou d'acheter une maison finie en Floride? Question de Patrice. J'en reviens à ce que je viens d'expliquer par le flip. C'est plus intéressant pour moi d'acheter une maison qui est déjà faite, qui n'est peut-être pas forcément telle que vous la voulez, mais qui nécessite que de la rénovation cosmétique, on va dire. Parce que les permis, c'est devenu un peu l'enfer. Ça peut prendre 1 an et demi, 2 ans. Les coûts de construction changent en permanence. Donc maintenant, on peut espérer que ça, avec l'inflation qui peut se calmer, que ça retombe un peu. Mais bon, on voit bien que tous les vendeurs, quand je dis les vendeurs, c'est les constructeurs, même si le prix de la matière retombe, ils vont garder un prix plancher parce qu'ils se disent que les gens maintenant ont l'habitude de payer ce niveau de prix et donc ils vont se faire leur marge comme ça. Donc, je ne me lancerai pas dans une construction neuve. Last but not least, question de Nathalie. Donc, déjà, je donne. Ouais. Question. Déjà, elle nous dit que c'est une discussion très intéressante. Merci. Comment on fait pour identifier un bon agent que vous le décrivez spécialisé et compétent? En vous connectant sur French Morning déjà. Il y a des webinars, donc il y a des gens comme moi, il y en a d'autres. Et puis, il y a des reviews aussi, par exemple, sur des sites comme Zillow.
on a des reviews. Bon, après, elles valent ce qu'elles valent. Je pense que le bouche à oreille, c'est quand même ce qu'il y a de plus important. Et puis, quoi qu'il arrive, bouche à oreille ou pas bouche à oreille, de discuter avec l'agent pour savoir quels sont ces domaines d'expertise en matière de géographie et de type de produit. Et puis après, c'est une relation. Donc, il y a aussi un feeling qui s'installe, des affinités. L'autre jour, je parlais avec quelqu'un qui me disait qu'elle était grecque et qu'elle voulait avoir un agent grec. Bon, moi, je ne suis pas grec, donc ça tombait mal. Par contre, j'ai eu d'autres clients, par exemple, qui adorent le tennis et qui cherchent à acheter ici pour déménager, pour mettre leurs enfants dans des académies. Il se trouve que moi, ma fille est dans une académie de tennis et que je m'y connais parfaitement sur le sujet. Donc, il y a aussi des affinités par rapport à ça. Mais le meilleur moyen, c'est de vous renseigner en regardant ce type de webinaire parce que vous avez l'occasion de connaître la personne pendant un moment ou de simplement lire les reviews. Mais encore une fois, les reviews, parfois, c'est souvent les amis qui les laissent. Donc, bon, il faut faire un peu attention. Mais le mieux, c'est d'échanger avec les personnes que vous avez identifiées et d'aller au feeling. Deuxième question, auriez-vous un contact spécialisé dans l'estate planning succession? Oui. Romain, toi, tu en as plusieurs. Nous, on en a plusieurs qui sont intervenus. Donc, si vous allez en bas de French Morning, vous pouvez voir tous les replays des webinaires. Je pense à Alexandre Quentin, par exemple. Oui, et puis il y a des avocats aussi, je pense. Voilà. Si vous m'envoyez un email, je vous fais une intro dans l'après-midi, après le déjeuner. Je pense qu'on va clôturer là. Voilà, moi, je suis disponible. Je ne sais pas si tu peux laisser mon numéro de téléphone, si c'est plus pratique pour les gens pour m'envoyer des WhatsApp. Je suis disponible pour faire des appels, des échanges par WhatsApp. Si vous avez déjà des biens ici, j'ai l'impression que c'est le cas de certaines personnes et que vous avez des questions sur le sujet, je serais ravi d'échanger avec vous. Si vous ne connaissez pas le marché et que cette discussion vous a donné envie d'en savoir plus, ravi d'approfondir, etc., etc. Voilà. Parfait. Si jamais vous n'avez pas le contact de Michael, n'hésitez pas. Je viens de mettre dans le chat son numéro. Et dernière information importante pour les gens qui souhaitent acheter pour faire du locatif. Nous, on a comme particularité de faire de la gestion locative. On a à peu près 80 biens qui vont de 2 000 $ par mois à 50 000 $ par mois. Donc, on a un éventail de biens. Donc, on gère tout de A à Z. Donc, si vous vous demandez, mais si j'achète, comment ça va se passer? Si j'ai des pannes, si je dois faire des réparations, si j'ai des problèmes avec les locataires, etc. Nous, on gère tout. Voilà. Donc, je pourrais vous donner plus d'informations, pareil, au cas par cas. Merci, Michael, d'avoir pris l'heure avec nous aujourd'hui. Donc, j'ai remis les contacts dans le chat. Donc, prenez une photo du chat parce que vous allez le perdre dans quelques secondes. Et puis, si jamais il y a besoin de quoi que ce soit, vous avez aussi mon email. De toute façon, vous répondez à n'importe quel email que vous avez reçu de la part de French Morning. Il m'arrivera. Donc, voilà. Merci encore. Merci à vous tous. Revenez mardi prochain. On va parler rénovation de vos biens en France. Et tous les mardis, on a un autre sujet qui intéresse les expatriés aux États-Unis. Bon après-midi et on espère que la France va gagner. À bientôt. Au revoir. Au revoir.